Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des personnes qui vivent en calculant chaque pas, en anticipant chaque problème, en se préparant à des catastrophes qui n'arrivent jamais? Elles ne se reposent jamais. Même lorsque tout va bien, elles sont constamment tendues, comme si elles attendaient le prochain coup dur. Et peut-être connaissez-vous bien ce sentiment. Ou peut-être l'observez-vous chez quelqu'un de votre entourage, un parent qui contrôle chaque détail, un partenaire qui a besoin de tout savoir, un ami qui n'arrive jamais à faire confiance. Ce qui est curieux, c'est que plus ces personnes essaient de contrôler, plus elles semblent fragiles. Plus elles planifient, plus elles deviennent anxieuses. C'est comme si le simple fait d'essayer de tout contrôler les empêchait de vivre. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'inconscient humain, a remarqué quelque chose de fondamental à ce sujet. Il a observé que le besoin de contrôler ne vient pas de la force, mais de la peur. De plus, cette peur n'est pas abstraite. Elle a des racines. Elle a une histoire. Les personnes qui vivent dans un état de vigilance perpétuelle ne sont pas nées ainsi. Elles l'ont appris. Elles ont appris que faire confiance était dangereux, que se détendre signifiait être pris au dépourvu, que le monde, ou peut-être même leur propre maison, n'était pas un endroit sûr où l'on pouvait simplement être soi-même. Pensez à cette personne qui vérifie compulsivement son téléphone portable. Pas une fois, mais des dizaines de fois par jour. Attend-elle de mauvaises nouvelles? Peut-être. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est surveiller, garder une longueur d'avance sur le chaos. Ou cette mère qui appelle 3 fois pour confirmer que son fils est bien rentré, même si elle sait qu'il est déjà adulte. Ce n'est pas de l'amour, ou ce n'est pas seulement de l'amour. C'est l'alarme interne qui ne s'éteint jamais. À un moment donné de sa vie, elle a été conditionnée à croire que si elle baissait la garde, quelque chose de terrible allait arriver. Et maintenant, des décennies plus tard, l'alarme continue de sonner. Même s'il n'y a pas de feu, même s'il n'y a pas de fumée, ce n'est pas de la prudence. C'est une cicatrice psychologique. Et Jung le savait. Il voyait que derrière chaque personne excessivement contrôlante se cache un enfant qui a grandi dans un environnement où l'imprévisibilité était synonyme de danger. Peut-être s'agissait-il de parents explosifs, peut-être était-ce un amour conditionnel, ce type d'affection qui n'apparaissait que lorsque l'enfant se comportait correctement. Peut-être était-ce de la froideur de l'absence, ou simplement le sentiment diffus que quelque chose pouvait s'effondrer à tout moment. Et dans ce contexte, qu'a fait cet enfant? Il s'est adapté, il a appris à anticiper, à calculer, à contrôler tout ce qu'il pouvait pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Le problème, c'est que cette adaptation, qui était intelligente pendant l'enfance, devient une prison à l'âge adulte. Car l'adulte qui porte en lui cette architecture défensive ne parvient pas à désactiver le mode urgence. Il traite chaque situation comme une menace potentielle, chaque décision comme un risque existentiel, chaque personne comme une variable à gérer. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il transforme la vie en un champ de bataille où il n'y a jamais de victoire, seulement de l'épuisement. Jung dirait que c'est l'ego qui fonctionne en état de panique. L'ego, dans cette perspective, est la partie de nous qui tente de gérer la réalité. Il n'est pas un ennemi, il a une fonction. Mais lorsque l'ego a été forgé dans un environnement de peur, il devient un geôlier hyperactif. Il ne permet aucun répit, il ne permet aucune confiance. Il murmure constamment « si tu lâches prise, tout s'écroulera ». Et la personne y croit, parce qu'à un moment donné, tout s'est peut-être vraiment écroulé. Mais voici le paradoxe que Jung nous invite à affronter. Le contrôle ne protège pas, il étouffe. De plus, il crée exactement ce qu'il tente d'éviter. Les parents qui contrôlent trop éloignent leurs enfants. Les partenaires qui surveillent trop détruisent l'intimité. Les personnes qui tentent de prévoir chaque catastrophe vivent dans un désastre permanent, mais interne, silencieux, invisible aux autres. La question qui reste alors est la suivante. Quand avez-vous appris que faire confiance était de la naïveté? Quand se détendre est-il devenu synonyme d'irresponsabilité? Et plus important encore, quel est le prix que vous payez aujourd'hui pour maintenir cette vigilance active? Car il y a un prix à payer, il y en a toujours un. Et souvent, il se paie en relations qui ne s'approfondissent jamais, en créativité qui ne s'épanouit jamais, en une vie qui se déroule autour de vous, mais jamais vraiment en vous. Carl Jung ne vous propose pas d'abandonner toute responsabilité. Il vous propose d'examiner la différence entre agir avec clarté et agir avec peur. Et il suggère qu'il existe en vous une intelligence plus profonde que l'ego contrôlant, quelque chose qu'il appelait le soi, le centre organisateur naturel de la psyché. Mais ce centre ne peut fonctionner que lorsque l'ego cesse de tout étouffer, lorsque vous lâchez les rênes, lorsque vous laissez la vie respirer.
Et c'est là que tout commence à changer, non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que vous cessez de le traiter comme un ennemi. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le contrôle s'est formé, pourquoi il semble si nécessaire, et ce qui se passe intérieurement et extérieurement lorsque vous osez enfin le lâcher. Mais avant de continuer, une question. Êtes-vous prêt à découvrir que la vigilance qui semblait vous protéger a peut-être été tout ce temps la chose même qui vous emprisonnait? La réponse à cette question ne se trouve pas dans le présent. Elle se trouve là-bas, dans votre enfance, quand vous n'aviez pas encore les mots pour nommer ce que vous ressentiez. Parce que le contrôle ne surgit pas de nulle part. Ce n'est pas un choix conscient que l'on fait un matin comme les autres. Le contrôle est une réponse, une adaptation intelligente à un contexte qui exigeait de la vigilance pour survivre émotionnellement. Et si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ce schéma, ou reconnaissez quelqu'un de votre entourage, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un défaut de caractère. Il s'agit d'un enfant qui a appris à naviguer dans un environnement où se détendre signifiait être vulnérable. Imaginez une maison où l'humeur des adultes était imprévisible. Certains matins, la mère se réveillait légère, affectueuse, disponible. D'autres, un silence pesant s'installait, et le moindre mot mal placé pouvait déclencher une explosion ou un retrait émotionnel. L'enfant ne comprenait pas le schéma, car souvent, il n'y avait pas de schéma. Il n'y avait que le chaos déguisé en normalité. Et dans ce scénario, que fait cet enfant? Il commence à observer, à calculer, à essayer de prévoir. Il apprend à lire les micro-expressions sur le visage de son père avant de demander quelque chose. Il teste le terrain émotionnellement avant de s'exprimer. Il développe des capteurs internes hypersensibles, essayant d'anticiper le prochain changement d'humeur. Ce n'est pas de la paranoïa infantile, c'est de l'intelligence adaptative. Carl Jung a observé que le psychisme humain est extraordinairement créatif dans sa capacité de survie. Lorsque l'environnement extérieur est instable, l'esprit crée des structures internes de compensation. Et l'une de ces structures est précisément le contrôle. L'enfant qui ne peut pas contrôler l'environnement extérieur, les explosions émotionnelles, la froideur, l'imprévisibilité, essaie de se contrôler lui-même. Il devient bien élevé, hyper vigilant, anticipateur. Il apprend que s'il parvient à prévoir et à s'adapter, il pourra peut-être éviter l'abandon, la colère ou pire encore, l'indifférence. Ce processus se déroule de manière subtile. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait de violence explicite. Souvent, c'est l'amour conditionnel qui plante la graine du contrôle, ce type d'affection qui n'apparaît que lorsque l'enfant répond aux attentes, quand il obtient de bonnes notes, quand il ne cause pas de problème, quand il rend ses parents fiers, et quand il échoue, l'amour ne disparaît pas de manière spectaculaire, il se refroidit simplement. Il y a une distance, un ton de déception. Et l'enfant le ressent viscéralement, même si personne ne dit un mot. Il apprend alors que l'amour doit être conquis, qu'il n'est pas garanti, qu'il doit faire ses preuves pour le mériter. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il construit une architecture interne basée sur une croyance centrale. Si je contrôle mon comportement, mes réactions, mes besoins, je serai aimé. Si je baisse ma garde, je serai abandonné. Jung appellerait cela la formation de la persona, le masque social que nous développons pour être acceptés. La persona en soi n'est pas un problème. Nous avons tous besoin d'un certain niveau d'adaptation sociale. Mais lorsque la persona est forgée dans la peur, lorsqu'elle devient la seule façon que l'enfant connaît pour interagir avec le monde, elle cesse d'être un outil et devient une prison. D'autres enfants grandissent dans des environnements différents, mais tout aussi générateurs d'hyper-contrôle. Il y a les foyers où rien n'était dit, mais où tout était ressenti. La tension permanente entre les parents, les silences lourds, le sentiment que quelque chose de terrible pouvait arriver à tout moment, mais personne n'en parlait. Dans ces familles, l'enfant apprend que les émotions sont dangereuses, qu'il vaut mieux les réprimer, les anticiper, les contrôler, plutôt que de les exprimer et risquer l'effondrement. Il devient expert dans l'art de lire entre les lignes, de capter le non-dit, de gérer émotionnellement les adultes qui l'entourent, une tâche qui ne devrait jamais lui incomber. Il y a aussi les familles où l'affection était abondante, mais où la sécurité matérielle ou émotionnelle était fragile. Des parents qui, parce qu'ils étaient surchargés, anxieux ou émotionnellement absents, transféraient à l'enfant la responsabilité de ne pas causer de problème. Et l'enfant, voulant protéger ses parents ou garantir son espace affectif, assume un rôle d'adulte précoce. Elle contrôle ses besoins, elle gère ses émotions, elle devient autonome non par choix, mais par nécessité. Et ce schéma se cristallise. Je ne suis digne d'amour
que si je n'ai besoin de personne. Qu'est-ce que toutes ces situations ont en commun? Le message implicite que le monde, ou du moins le monde affectif le plus important, qui est la famille, n'est pas sûr. Que faire confiance, c'est prendre le risque d'être blessé, abandonné, déçu, et que la seule façon d'avoir une certaine prévisibilité, un certain sentiment de sécurité, c'est de contrôler. Contrôler son propre comportement, contrôler les réactions des autres, contrôler l'environnement, contrôler tout ce qui est à sa portée. Et c'est là le point crucial que Jung nous invite à reconnaître. Cet enfant n'avait pas tort, elle a fait de son mieux. Dans ce contexte, le contrôle a fonctionné. Il l'a protégée, il l'a aidée à survivre émotionnellement dans un environnement qui n'offrait pas la sécurité de base que tout enfant devrait avoir. La sécurité d'être aimé simplement pour exister et non pour ses performances. Le problème, c'est que cet enfant a grandi. Elle est devenue adulte. Son corps a mûri, son esprit s'est élargi, les circonstances ont changé. Mais l'architecture défensive est restée active, car lorsqu'un schéma se forme si tôt, il devient automatique, inconscient. Il opère dans les coulisses de la psyché, sans que la personne s'en rende compte. Et maintenant, des décennies plus tard, l'adulte qui contrôle chaque détail de sa vie ne sait pas qu'il réagit à une menace qui n'existe plus. Il vit dans le présent, mais réagit au passé. Jung dirait que l'ego de cette personne est resté coincé dans un mode de fonctionnement obsolète. L'ego, qui devrait être flexible et adaptable, s'est cristallisé dans une posture défensive permanente. Il a appris que le monde est un champ de mines et traite désormais chaque situation comme une explosion potentielle. Peu importe que la relation actuelle soit saine, l'ego s'attend toujours à une trahison. Peu importe que l'environnement de travail soit stable, l'ego anticipe toujours l'effondrement. Peu importe que la vie objectivement fonctionne, l'ego ne parvient pas à croire qu'il peut se détendre. Et le coût de cela est immense. Car lorsque vous vivez dans un état de vigilance perpétuelle, vous n'habitez jamais vraiment le présent. Vous avez toujours 3 longueurs d'avance, calculant, prévoyant, essayant d'éviter la prochaine catastrophe imaginaire. Vos relations sont étouffées, car vous ne pouvez tout simplement pas faire confiance. Votre créativité meurt, car créer exige de lâcher prise, et lâcher prise est exactement ce que vous ne pouvez pas faire. Votre énergie s'épuise, car être toujours en mode urgence est épuisant. C'est comme courir un marathon qui ne finit jamais. Mais le plus tragique, c'est que la personne ne s'en rend souvent pas compte. Elle pense qu'elle est responsable, qu'elle est prudente, qu'elle se protège et protège ceux qu'elle aime. Elle ne voit pas que ce qu'elle appelle réalisme est en fait de l'hypervigilance déguisée, que ce qu'elle appelle prudence est en réalité un contrôle né de la peur, et que la maison, aujourd'hui, n'est plus le champ de mine de son enfance, mais qu'elle continue à marcher sur la pointe des pieds comme si c'était le cas. Carl Jung croyait que la première étape de toute transformation est la reconnaissance. Voir le schéma, le nommer, comprendre d'où il vient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est peut-être parce qu'une partie de vous sait déjà qu'il y a quelque chose à reconnaître. Peut-être commencez-vous à réaliser que le contrôle qui semblait vous protéger peut en réalité vous coûter la vie. Car il y a une différence entre vivre et survivre. Et ceux qui contrôlent trop survivent toujours, sans jamais vivre. La question suivante est donc inévitable. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne qui vit ainsi? Comment ce schéma reste-t-il actif, même lorsque la menace initiale n'existe plus? Et que protège réellement l'ego, vous ou l'illusion que vous avez besoin de cette protection? La réponse se trouve dans le mécanisme psychologique que Carl Jung a appelé l'identification de l'ego à la fonction défensive. Lorsque le contrôle devient la stratégie centrale de survie pendant l'enfance, l'ego ne se contente pas d'adopter cette posture, il s'y fond. L'ego en vient à croire qu'il est le contrôle. Et c'est là que réside le problème. Si l'ego croit que sa fonction essentielle est de surveiller, d'anticiper et de gérer chaque menace potentielle, il ne peut pas se reposer. Car se reposer reviendrait à trahir sa propre identité. Ce serait, dans la perspective déformée de l'ego, mourir. Pensez à un gardien qui surveille une prison. Sa fonction est de veiller à ce que rien ne dérape, qu'aucune brèche ne s'ouvre, qu'aucune menace ne se concrétise. Mais que se passe-t-il si ce gardien ne quitte jamais son poste? Et s'il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congé, sans repos, sans un seul moment de pause? Il ne protégerait pas la prison, il y serait emprisonné. C'est l'ego de celui qui vit en contrôlant. Il est devenu prisonnier de sa propre vigilance. Et le plus cruel,
C'est que l'ego croit sincèrement qu'il fait ce qui est nécessaire. Il ne voit pas d'alternative. Pour lui, le monde est un endroit où, à tout moment, tout peut s'effondrer. Et alors, il crée des boucles mentales sans fin. Et si je ne vérifiais pas cet email une fois de plus? Et si je n'appelais pas pour confirmer? Et si je n'anticipais pas ce qui pourrait mal tourner? Chaque « ou et si » est une porte ouverte à l'anxiété. Et la personne franchit cette porte, explore tous les scénarios catastrophiques possibles, ressent la tension physique dans son corps, et pourtant, elle ne s'arrête pas. Parce que s'arrêter serait irresponsable. Ou du moins, c'est ce que murmure l'ego. Jung a observé que l'ego, lorsqu'il fonctionne dans cet état d'hypervigilance, n'est pas en contact avec la réalité présente. Il est en contact avec une réalité fantôme, une projection de peur ancienne sur des situations nouvelles. C'est comme si l'ego avait un fichier mental rempli d'expériences d'abandon, de rejet, d'imprévisibilité, et qu'il utilisait maintenant ce fichier comme une lentille pour tout interpréter. Une conversation neutre avec son partenaire devient un signe de distanciation. Le silence de son enfant devient un signe de rejet. Un imprévu au travail devient le signe avant-coureur d'un effondrement total. Ce mécanisme s'appelle la projection. L'ego projette dans la réalité extérieure les contenus internes non résolus, et la personne ne se rend pas compte qu'elle fait cela. Elle croit sincèrement que le danger est à l'extérieur, qu'elle est simplement réaliste, que le monde est, en fait, cette succession ininterrompue de menaces qui doivent être gérées. Mais la vérité est tout autre. Le danger qu'elle redoute est en elle. C'est le souvenir émotionnel de l'enfant qui attend toujours le prochain coup. Et c'est là qu'apparaît l'un des paradoxes les plus cruels du contrôle. Plus vous essayez de contrôler, plus vous vous sentez vulnérable. Car chaque nouvelle situation qui échappe à votre contrôle, et la vie en est pleine, est interprétée comme une menace existentielle. L'ego contrôlant ne fait pas la différence entre un inconvénient et une catastrophe. Tout est grave, tout est urgent, tout doit être résolu immédiatement. Et ainsi, la personne vit dans un état chronique d'urgence interne. Le système nerveux est toujours activé, le corps est toujours tendu, l'esprit ne se repose jamais. Imaginez une alarme incendie qui se déclenche et ne s'arrête jamais. Au début, tout le monde court. Il y a une réelle urgence. Mais si l'alarme sonne constamment, même lorsqu'il n'y a pas d'incendie, les gens commencent à l'ignorer. Ou pire, ils vivent dans un état de stress permanent, mais cessent de faire confiance à leur propre système d'alerte. L'ego contrôlant est cette alarme. Il sonne tout le temps, et la personne épuisée, soit s'effondre en essayant de répondre à chaque alarme, soit se déconnecte complètement d'elle-même pour supporter le bruit. Carl Jung disait que lorsque l'ego s'identifie à une fonction défensive, il perd le contact avec le soi, le centre organisateur naturel de la psyché. Le soi, dans la perspective jungienne, est l'intelligence la plus profonde qui habite chaque être humain. C'est la partie de nous qui sait intuitivement ce qui est nécessaire, qui sait quand agir et quand lâcher prise, qui sait quand il est temps de protéger et quand il est temps de faire confiance. Mais le soi n'opère pas par le contrôle, il opère par la présence. Et la présence est exactement ce que l'ego contrôlant ne permet pas. Car être présent signifie être vulnérable. Cela signifie ne pas savoir ce qui va suivre. Cela signifie avoir confiance en sa capacité à répondre à ce qui se présente plutôt que d'essayer de tout prévoir et d'éviter tout. Et pour l'ego qui a été formé à la peur, cela ressemble à du suicide. Si je ne contrôle pas, je serai détruite. Si je fais confiance, je serai trahie. Si je me détends, tout s'effondrera. Ces phrases ne sont pas pensées consciemment. Elles sont le langage silencieux de l'ego en panique. Et ce qui maintient ce schéma actif, ce n'est pas la réalité extérieure, mais la croyance intérieure que je ne peux pas faire face à l'imprévu. C'est là la racine du problème. La personne qui contrôle de manière compulsive ne se fait pas confiance. Elle ne croit pas qu'elle sera capable de traverser ce qui viendra, si cela vient. Elle dépense donc toute son énergie à essayer de s'assurer que rien ne viendra. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie est mouvement, changement, imprévisibilité. Et ceux qui essaient de la figer sur place finissent par se figer eux-mêmes. Il existe un exemple qui illustre clairement cela. Pensez à un père qui contrôle chaque pas de son fils adulte. Il l'appelle constamment. Il veut savoir où est son fils, avec qui, et ce qu'il fait. Il lui donne des conseils non sollicités, prend des décisions qui ne lui appartiennent pas et justifie tout cela en disant « c'est parce que je m'inquiète ». Mais que se passe-t-il réellement? Le père ne croit pas que son fils soit capable de vivre sa propre vie, et plus profondément encore,
Le père ne se fait pas confiance pour être capable de gérer la possibilité que quelque chose tourne mal. Il a besoin de contrôler pour ne pas ressentir l'angoisse de sa propre impuissance. Et le résultat? Le fils s'éloigne, non pas par manque d'amour, mais par manque d'air, parce que l'amour sous surveillance n'est pas de l'amour, c'est de la gestion des risques. Ou pensez à quelqu'un qui, dans une relation, a constamment besoin de savoir ce que son partenaire pense, ressent, fait. Qui vérifie ses messages, questionne ses silences, interprète chaque geste comme le signe de quelque chose de plus grand. Cette personne n'aime pas, elle surveille. Et pourquoi? Parce qu'au fond d'elle-même, il y a une enfant qui a appris que l'affection était instable, qu'elle pouvait être retirée à tout moment. Et maintenant, à l'âge adulte, elle essaye de s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Mais le contrôle ne crée pas la sécurité, il crée l'étouffement. Et l'étouffement, tôt ou tard, engendre exactement ce qu'elle redoute le plus, la distance. Carl Jung nous rappelle que l'ego, dans sa forme saine, devrait être un médiateur entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il ne devrait pas être le dictateur absolu de la psyché, mais lorsque l'ego a été forgé dans la peur, il endosse le rôle de tyran. Il ne permet aucune flexibilité, il ne permet aucune erreur, il ne permet aucun répit. Et la personne vit sous la domination de ce tyran interne, croyant que c'est lui qui la maintient en vie. Mais la vérité est que c'est lui qui l'empêche de vivre. Et peut-être que le plus difficile à reconnaître est ceci: le contrôle n'est pas le méchant. Il a été un jour un héros. Il a protégé un enfant qui avait besoin de protection. Mais aujourd'hui, il est devenu un obstacle. Il est l'armure qui vous a sauvé la vie dans une bataille ancienne, mais que vous portez encore en temps de paix. Et cette armure est lourde. Elle vous empêche de courir, de danser, d'embrasser pleinement la vie. Elle vous protège de menaces qui n'existent plus, mais vous enferme dans une façon d'exister qui n'est pas pleinement vivante. La question qui se pose alors inévitablement est la suivante. Que protégez-vous exactement? Vous-même, ou l'illusion que vous avez besoin de cette protection? Et plus important encore, que perdez-vous en maintenant cette vigilance active? Car cela a un coût, et ce coût n'est pas seulement interne, abstrait, invisible. Il se manifeste dans chaque relation qui ne s'approfondit pas, dans chaque opportunité que vous laissez passer par peur de prendre des risques, dans chaque journée qui se termine et où vous réalisez que vous avez survécu, mais que vous n'avez pas vécu. Et peut-être est-il temps de se demander, cela en vaut-il la peine? Le coût du contrôle n'est pas abstrait. Ce n'est pas quelque chose que vous ne remarquez que dans les moments d'introspection profonde. Il est présent tous les jours, dans chaque décision que vous ne prenez pas, dans chaque mot que vous ne dites pas, dans chaque connexion que vous ne permettez pas. Le contrôle chronique ne vous vole pas seulement votre paix, il vous vole votre vie. Et le plus tragique, c'est que cette perte se produit silencieusement, si progressivement, que vous pouvez passer des années sans vous rendre compte de ce que vous sacrifiez. Commencez par les relations, car c'est là, dans l'intimité, que le contrôle montre son visage le plus destructeur. Imaginez quelqu'un qui aime profondément, mais qui ne peut tout simplement pas aimer. Elle a besoin de gérer, elle a besoin de garantir, elle a besoin d'être sûre qu'elle ne sera pas abandonnée, trahie, déçue. Alors elle surveille, pas de manière explicite peut-être, mais elle est toujours attentive, aux détails, au silence, aux subtils changements de ton. Elle interprète chaque geste, chaque mot, chaque absence comme le signe de quelque chose de plus grand. Et ainsi, la relation cesse d'être un espace de rencontre authentique et devient un champ où elle est constamment en mode détection de menaces. Le partenaire le ressent. Il ne peut peut-être pas le nommer immédiatement, mais il le ressent. Il y a une tension, une exigence implicite, le sentiment qu'il doit constamment prouver qu'il est présent, qu'il est fiable, qu'il ne partira pas. Et c'est épuisant, parce que l'amour ne devrait pas exiger de preuves. L'amour devrait être un espace où les deux personnes peuvent simplement être sans avoir à jouer la sécurité tout le temps. Mais quand l'un des deux contrôle tout, vérifiant les messages, questionnant les retards, ayant besoin de confirmation constante, l'autre commence à se sentir étouffé. Et l'étouffement, tôt ou tard, génère exactement ce que la personne qui contrôle le plus redoute, la distance. Carl Jung a observé que nous projetons souvent sur les autres ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes. La personne qui contrôle son partenaire n'a en fait pas de problème avec son partenaire. Elle a un problème avec sa propre incapacité à faire confiance. Et cette incapacité n'est pas née dans cette relation, elle vient de loin, de l'enfant qui a appris que l'affection était conditionnelle, qu'elle pouvait être retirée sans préavis, qu'elle devait être gagnée par un comportement irréprochable. Et maintenant,
À l'âge adulte, elle transfère à son partenaire la tâche impossible de guérir une blessure qu'il n'a pas causée. Le résultat est une relation où l'intimité réelle n'existe jamais, parce que l'intimité exige de la vulnérabilité, et la vulnérabilité exige de lâcher prise. Mais pour ceux qui ont été formés à la peur, lâcher prise revient à se jeter d'une falaise. Alors elle s'accroche, elle gère, elle essaie de garantir. Et ainsi, sans s'en rendre compte, elle transforme l'amour en contrat. Là où il devrait y avoir une rencontre, il y a de la surveillance. Là où il devrait y avoir de la confiance, il y a du contrôle. Et l'amour, qui est essentiellement liberté, meurt étouffé. Mais le contrôle ne détruit pas seulement les relations amoureuses. Il contamine toutes les formes de connexion. Pensez au père ou à la mère qui contrôle ses enfants adultes. Pas nécessairement de manière tyrannique, mais par une inquiétude excessive, des conseils non sollicités, des tentatives constantes de protection. Ce père ou cette mère croit agir par amour, mais ce qu'il ou elle fait en réalité, c'est projeter sur son enfant sa propre incapacité à gérer l'incertitude. Et si quelque chose lui arrivait? Et s'il faisait de mauvais choix? Et s'il souffrait? Ces questions semblent venir de l'amour, mais en réalité, elles viennent de la peur. De la peur que, si quelque chose tourne mal, il ne soit pas capable de gérer sa propre douleur. Il essaie donc de contrôler son enfant pour ne pas avoir à ressentir sa propre impuissance. Mais l'enfant, quant à lui, a le sentiment de ne pas être considéré comme capable, qu'on ne lui fait pas confiance, qu'il doit constamment rendre des comptes, se justifier, demander la permission même s'il est adulte, et cela engendre quelque chose d'inévitable, l'éloignement. Non pas parce que le fils n'aime pas ses parents, mais parce qu'il a besoin d'espace pour respirer, pour faire des erreurs, pour être qui il est. Et le contrôle, même s'il se présente sous le couvert de l'attention, étouffe toujours. Carl Jung dirait que ce qui est en jeu ici, c'est la différence entre l'attention sincère et l'attachement possessif. L'attention sincère soutient. Elle offre un soutien, mais aussi la liberté. Il a confiance dans les ressources internes de l'autre pour faire face à la vie. L'attachement possessif, en revanche, lie. Il a besoin que l'autre soit proche, non pas pour le bien de l'autre, mais pour soulager sa propre angoisse. Et c'est là le cœur du problème. Lorsque vous contrôlez quelqu'un, vous ne protégez pas cette personne. Vous essayez de vous protéger de la douleur de ne pas pouvoir la protéger. Maintenant, étendez cela à tous les domaines de la vie. Au travail, la personne qui contrôle chaque détail de chaque projet devient un goulot d'étranglement. Elle ne délègue pas parce qu'elle ne fait pas confiance aux autres pour bien faire les choses. Elle révise de manière obsessionnelle, refait, intervient, et cela ne la rend pas plus compétente, cela l'épuise. Ses collègues se sentent dévalorisés, leur créativité meurt, car créer exige de l'espace pour expérimenter, se tromper, réessayer. Mais lorsque vous devez contrôler chaque variable, il n'y a pas de place pour la nouveauté. Il n'y a que la répétition de ce qui est sûr, et ce qui est sûr, avec le temps, devient une prison. Dans l'amitié, il se passe quelque chose de similaire. La personne qui contrôle a du mal à s'ouvrir véritablement, car s'ouvrir est un risque. Elle maintient donc ses amitiés à un niveau superficiel. Elle parle de la vie quotidienne, de trivialité, mais jamais de ce qui compte vraiment. Jamais de la peur, de la solitude, de la confusion intérieure. Parce que montrer cela reviendrait à perdre le contrôle de l'image qu'elle projette. Et pour l'ego contrôlant, l'image est tout. C'est la forteresse qu'elle a construite pour se protéger. Mais cette forteresse est aussi une cellule. Et à l'intérieur, elle est seule. Et voici ce qui est peut-être le coup le plus invisible et le plus dévastateur du contrôle. La perte de sa propre vie intérieure. Parce que lorsque vous êtes constamment en mode de gestion externe, vous n'avez pas l'énergie de vous tourner vers l'intérieur. Vous n'avez pas d'espace pour ressentir, pour réfléchir, pour simplement être. Tout est réactif. Tout est externe. Et ainsi, vous passez vos journées à résoudre des problèmes, à anticiper des crises, à gérer des situations, mais sans jamais vraiment vivre, sans jamais vous arrêter pour vous demander « Que ressens-je? Que veux-je? Qui suis-je au-delà de cette fonction de surveillance et de contrôle ?» Carl Jung appelait cela l'aliénation du soi. Lorsque l'ego s'identifie totalement à la fonction défensive, il perd le contact avec l'essence. Et l'essence est le lieu où résident la vitalité et la créativité, la joie authentique. C'est là que réside la capacité de s'émerveiller, de se connecter profondément à la vie. Mais cette essence ne peut émerger que dans un espace de non-contrôle, dans l'espace où vous ne savez pas ce qui va suivre, mais où vous avez confiance que vous serez capable de trouver ce qui viendra. Pensez aux artistes, aux créateurs, à toute personne qui produit quelque chose de vraiment vivant.
Il parle de moments de fluidité, où ils cessent d'essayer de contrôler le processus et permettent simplement à quelque chose de se manifester à travers eux. Un musicien ne crée pas une mélodie en contrôlant chaque note avec son intellect. Il s'abandonne à l'instrument, au rythme, au sentiment, et la musique émerge. Un écrivain n'écrit pas un texte profond, en calculant chaque mot. Il se plonge dans le sujet, se laisse traverser par lui, et les mots trouvent leur chemin. Ce n'est pas de l'abandon, c'est un abandon conscient. C'est avoir confiance qu'il existe une intelligence à l'œuvre qui est plus grande et plus sage que l'ego contrôlant. Mais pour ceux qui vivent dans le contrôle, cet abandon est impossible, car s'abandonner, c'est lâcher prise. Et lâcher prise est exactement ce que l'ego ne permet pas. Alors la vie créative meurt, la spontanéité meurt, la capacité à se laisser surprendre par la beauté, par la nouveauté, par l'inattendu, tout cela meurt. Et ce qui reste, c'est une existence fonctionnelle. Vous accomplissez des tâches, vous gérez des crises, vous survivez, mais vous ne vivez pas. Et le plus douloureux est peut-être de réaliser que cette vie que vous n'avez pas vécue ne vous a été volée par personne. C'est vous qui l'avez échangée contre l'illusion de la sécurité. C'est vous qui avez préféré le contrôle à la présence, la prévisibilité à la possibilité, la protection à la rencontre authentique. Et ce n'était pas par méchanceté, c'était par peur, par une croyance profonde installée dès l'enfance que lâcher prise serait mortel. Mais l'ironie cruelle est qu'en essayant de vous protéger de la mort symbolique, vous avez fini par vivre une mort réelle, la mort dans la vie de ceux qui sont présents dans le monde, mais absents d'eux-mêmes. Carl Jung disait que la vie non vécue a un prix. Elle ne disparaît pas silencieusement. Elle reste comme un poids, comme une inquiétude, comme un sentiment diffus que quelque chose manque, mais vous ne savez pas quoi. Et souvent, c'est dans les moments de crise, une maladie, une perte, un épuisement complet, que la personne s'arrête enfin et se rend compte. J'ai passé toute ma vie à me protéger de la vie. Et alors surgit la question qui ne peut plus être évitée. Combien de temps encore allez-vous payer ce prix? Combien de temps encore allez-vous sacrifier la vie réelle pour la promesse illusoire d'une sécurité qui n'arrive jamais? Et nous arrivons alors à un tournant. Car reconnaître le coût du contrôle ne suffit pas. Comprendre qu'il vient de l'enfance ne suffit pas non plus. La question qui reste est: et maintenant? Comment désapprendre quelque chose qui est si profondément enraciné? Comment lâcher prise sur ce qui, pendant si longtemps, a été la seule façon connue de rester debout? Et voici la partie qui fait peur. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas 5 étapes simples. Ce qu'il y a, c'est une invitation à quelque chose qui peut sembler au premier abord comme se jeter dans le vide. Mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de complètement différent. Carl Jung faisait une distinction cruciale que beaucoup de gens confondent. Il différenciait le détachement de l'abandon. Et cette différence est essentielle. Abandonner, c'est s'effondrer. C'est dire « je n'en peux plus, peu importe ce qui arrive ». C'est de la passivité, de l'épuisement, c'est se rendre au chaos. Mais se détacher, c'est autre chose. Se détacher est un choix conscient. C'est dire « je vois que le contrôle ne me sert à rien. Je comprends qu'il me coûte plus qu'il ne me protège. Et je choisis délibérément de lâcher prise. Non pas parce que vous avez abandonné la vie, mais parce que vous voulez vraiment vivre. » Cette distinction est fondamentale. Car l'ego contrôlant, lorsqu'il entend parler de lâcher prise, interprète immédiatement cela comme une menace existentielle. Il pense « si je lâche prise, tout va s'effondrer, je vais être détruit, je vais tout perdre ». Mais c'est la voie de la peur, pas celle de la réalité. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'agir. Cela ne signifie pas cesser de se soucier. Cela ne signifie pas devenir irresponsable ou passif. Cela signifie seulement une chose, cesser d'agir à partir de la peur et commencer à agir à partir de la présence. Pensez à un archer. Il tient son arc, positionne la flèche, vise la cible. Et puis, pour atteindre sa cible, il doit lâcher prise. S'il tient la flèche trop fort, elle n'ira nulle part. S'il tremble d'anxiété, le tir sera manqué. La précision vient de la fermeté combinée à la capacité de lâcher prise au bon moment. L'archer n'abandonne pas la cible. Il fait simplement confiance au processus. Et c'est cette confiance, paradoxalement, qui permet à la flèche de voler dans la bonne direction. La vie fonctionne ainsi. Vous pouvez vous préparer, planifier, vous positionner. Mais à un moment donné, vous devez lâcher prise. Vous devez avoir confiance que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que désormais, des forces plus grandes sont à l'œuvre. Des forces que l'ego ne peut pas gérer. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse.
C'est reconnaître que vous n'êtes pas le centre de l'univers, qu'il existe une intelligence supérieure qui circule à travers tout, et que lorsque vous cessez d'étouffer cette intelligence par un contrôle obsessionnel, elle peut agir. Carl Jung appelait cette intelligence supérieure le soi, et il disait que le soi est le véritable centre de la psyché. L'ego n'est que l'administrateur conscient, la partie qui s'occupe du quotidien. Mais le soi est la totalité. C'est la partie de vous qui sait des choses que l'ego ignore, qui perçoit des schémas que l'ego ne voit pas, qui guide par l'intuition, la synchronicité, les intuitions qui surgissent quand vous vous y attendez le moins. Mais le soi ne peut fonctionner que lorsque l'ego n'essaie pas de tout contrôler, quand il y a de l'espace, quand il y a du silence, quand il y a du détachement. Et voici le paradoxe que Jung vous invite à expérimenter. Lorsque vous lâchez prise, vous ne perdez pas de pouvoir, vous en gagnez, parce que vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de gérer l'incontrôlable et que vous commencez à diriger cette énergie vers ce qui compte vraiment, pour être présent, pour répondre avec clarté à ce que la vie vous apporte, pour créer, aimer, vivre, sans être constamment en mode défense. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile, parce que lâcher prise pour ceux qui ont été formés à la peur est terrifiant. C'est comme demander à quelqu'un qui a passé toute sa vie à nager à contre-courant d'arrêter de nager et de se laisser flotter. « Et si je coule ?» crie l'esprit. Mais la vérité est que vous ne découvrirez si vous faites confiance à l'eau que lorsque vous cesserez de lutter contre elle. Et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous que l'eau a toujours eu la capacité de vous soutenir. Vous ne lui avez simplement jamais donné la chance de le faire. Alors, comment cela se passe-t-il dans la pratique? Pas en théorie, mais dans la vie réelle. Imaginez une mère qui a toujours contrôlé ses enfants, qui a toujours voulu savoir où ils étaient, avec qui, ce qu'ils faisaient, qui est toujours intervenue, à donner des conseils, à essayer de les protéger. Et maintenant, ces enfants sont adultes. Ils se sont éloignés, non pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'ils ont besoin d'espace. Et cette mère reconnaît enfin le schéma. Elle voit que le contrôle ne renforce pas le lien, mais le détruit. Et elle décide de lâcher prise. Mais lâcher prise ne signifie pas dire « fais ce que tu veux, je m'en fiche ». Ce serait abandonner, pas lâcher prise. Lâcher prise signifie dire « je suis convaincu que tu as les ressources nécessaires pour vivre ta vie. Je serai là si tu as besoin de moi, mais je ne vais plus essayer de vivre à ta place. » Et c'est difficile. Parce qu'au début, quand elle n'appelle pas 3 fois par jour, quand elle n'intervient pas avec des conseils non sollicités, il y a un vide, il y a de l'angoisse. Et s'il a besoin de moi et que je ne suis pas là? Mais si elle supporte ce malaise, si elle ne cède pas à l'envie de reprendre le contrôle, quelque chose de nouveau commence à émerger. Le Fils ressent cet espace, et dans cet espace, il peut enfin se rapprocher véritablement, non pas parce qu'on le lui impose, mais parce qu'il le choisit, ou penser à quelqu'un dans une relation, qui a toujours dû gérer, toujours dû s'assurer, toujours dû savoir, et qui finit par réaliser « ce contrôle est en train de tuer l'amour ». Et décide de lâcher prise. Non pas parce qu'il a renoncé à la relation, mais parce qu'il veut la sauver. Et lâcher prise, ici, signifie arrêter de vérifier ses messages, arrêter de remettre en question chaque retard, arrêter d'interpréter chaque silence comme un rejet. Cela signifie simplement être présent quand on est ensemble et faire confiance quand on est séparé. Et cela est terrifiant au début, parce que l'esprit s'emballe, et s'il s'éloigne. Ça aussi, je me fais tromper. Mais si vous ne cédez pas à la peur, si vous maintenez votre présence sans contrôle, quelque chose change. Votre partenaire sent qu'il peut respirer. Et quand il y a respiration, il y a possibilité de connexion réelle. Parce que l'amour ne se retient pas. L'amour s'offre, et il ne s'offre pleinement que lorsqu'il y a liberté. Carl Jung disait que le processus d'individuation, devenir qui vous êtes vraiment, exige que vous traversiez la peur. Que vous alliez jusqu'à la limite de ce que l'ego considère comme sûr, et que vous fassiez un pas de plus. Et c'est dans ce pas de plus que vous découvrez qu'il y avait un sol, qu'il y avait un soutien, qu'il y avait un ordre naturel qui fonctionnait, même lorsque vous ne contrôliez pas. Et cette découverte n'est pas intellectuelle, elle est expérientielle. Vous ne savez que vous pouvez faire confiance que lorsque vous essayez de faire confiance et que vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas effondré. Et c'est peut-être le moment de faire une pause et de vous demander où, dans votre vie, tenez-vous les rênes si fermement que vos mains enseignent? Ou essayez-vous de contrôler quelque chose que, au fond, vous savez ne pas pouvoir contrôler? Et que se passerait-il si délibérément, consciemment, pendant un jour, pendant une semaine, vous lâchiez prise? Non pas par abandon, mais par courage,
par le courage de découvrir que peut-être, juste peut-être, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et que la vie, lorsque vous cessez de l'étouffer, c'est exactement comment s'organiser. Et si vous reconnaissez ces schémas profondément en vous ou chez un proche, la méthode SIM a été créée exactement pour cela, pour reconnaître la racine familiale de ces mécanismes et commencer à les démanteler consciemment, non pas avec des formules toutes faites, mais avec un travail archéologique visant à comprendre d'où vient la peur et à apprendre progressivement à faire à nouveau confiance à la vie. Mais avant de continuer, il est important de comprendre. Lâcher prise n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus comporte des étapes. Il y a des reculs, il y a des moments où vous voudrez revenir à la vigilance parce qu'elle vous est familière et que ce qui est familier est réconfortant même quand c'est destructeur. La question suivante est donc, que se passe-t-il en vous lorsque vous entamez ce processus? Comment la psyché se réorganise-t-elle lorsque l'ego cesse d'être le dictateur et laisse place à quelque chose de plus grand? Et c'est là que nous entrons dans un domaine plus délicat. Car c'est une chose de comprendre intellectuellement que le contrôle ne fonctionne pas. C'en est une autre complètement différente de défaire dans le corps, dans la mémoire émotionnelle, dans les réflexes automatiques, des décennies de conditionnement. L'ego qui a été entraîné à surveiller n'abandonne pas facilement la vigilance. Et ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la survie. Car pour cet ego, la surveillance lui a sauvé la vie une fois, et il ne l'oublie pas. Carl Jung a observé que la véritable transformation psychologique n'est jamais linéaire. Ce n'est pas une décision que vous prenez un lundi matin et hop, tout change. C'est un processus par étapes, d'avancée et de recul. De moments où vous lâchez prise, puis où vous vous surprenez à contrôler à nouveau, et d'apprendre progressivement à reconnaître le schéma dès qu'il apparaît, avant qu'il ne vous domine complètement. C'est ce que Jung appelait « rendre conscient l'inconscient ». C'est un travail lent, ardu mais profondément libérateur. La première étape de ce processus n'est pas de lâcher prise, c'est de reconnaître. C'est de développer la capacité d'observer en temps réel, quand l'ego contrôleur est à l'œuvre. Et cela exige quelque chose que notre culture enseigne rarement, l'attention interne. Parce que le contrôle est rapide, il est automatique. Quelqu'un met du temps à répondre à un message. Et en quelques secondes, votre esprit a déjà imaginé 10 scénarios catastrophiques. Vous n'avez pas décidé de faire cela. C'est arrivé, parce que c'est le schéma installé. Mais lorsque vous commencez à pratiquer l'attention interne, quelque chose change. Vous ressentez toujours l'envie de contrôler, mais il y a désormais un petit écart entre l'envie et l'action. C'est comme si vous pouviez observer votre propre esprit à l'œuvre. Ah, voilà la peur de l'abandon. Voilà le besoin de vérifier. Voilà l'ego qui essaie de s'assurer que rien ne dérape. Et dans cette observation sans jugement, il y a déjà une libération, parce que vous n'êtes plus complètement identifié au schéma. Il y a une partie de vous qui voit le schéma, et cette partie est le soi qui observe l'ego. Carl Jung dirait que c'est le début de l'individuation. Vous commencez à faire la différence entre « je suis mes peurs » et « j'ai des peurs, mais je ne suis pas elles ». Et cette différenciation est essentielle, car tant que vous croyez que vous êtes la peur, vous n'avez pas le choix. Vous devez obéir. Mais lorsque vous réalisez que la peur n'est qu'une partie de vous et non la totalité, vous gagnez en marge de manœuvre. Vous pouvez ressentir la peur et pourtant choisir de ne pas agir en fonction d'elle. Mais reconnaître le schéma n'est que la première étape. La deuxième, et peut-être la plus difficile, consiste à laisser émerger les émotions sous-jacentes. Car derrière le contrôle, il y a toujours quelque chose de plus profond. De la peur, oui. Mais de quoi exactement? La plupart du temps, lorsque vous cessez de contrôler et que vous vous autorisez à ressentir ce qui se cache derrière, ce qui émerge n'est pas la peur d'événements extérieurs. C'est la peur des sentiments intérieurs. La peur de se sentir abandonné, la peur de se sentir rejeté, la peur de ressentir sa propre impuissance. Et voici le paradoxe. Vous contrôlez pour ne pas ressentir. Mais en contrôlant, vous vous assurez de ne jamais traverser ces sentiments et par conséquent, de ne jamais vous en libérer. C'est comme avoir une blessure et la recouvrir d'un pansement si serré qu'elle ne cicatrise jamais. Le contrôle est ce pansement. Il cache la blessure mais ne la guérit pas. Et la guérison ne se produit que lorsque vous avez le courage d'enlever le pansement, de regarder la blessure et de la laisser respirer. Carl Jung en parlait lorsqu'il disait « Il n'y a pas de conscience sans douleur ». Le processus de prise de conscience exige que vous ressentiez ce que vous avez passé toute votre vie à éviter. Et ce n'est pas agréable. Lorsque vous cessez de contrôler une relation,
et que vous laissez la peur de l'abandon surgir, elle vient comme une vague. C'est physique, c'est viscéral. Vous ressentez une oppression dans la poitrine, de l'angoisse, l'envie de reprendre le contrôle, car au moins là, vous ne ressentiez pas cela. Mais si vous maintenez votre présence, si vous ne fuyez pas, si vous ne vous distrayez pas, si vous ne retombez pas dans vos schémas habituels, quelque chose se produit. La vague passe, et vous réalisez que vous avez survécu, que ressentir l'abandon ne signifie pas être abandonné, que ressentir le rejet ne vous a pas détruit. Et dans cette prise de conscience, il y a du pouvoir. Mais ce processus n'est pas solitaire. Jung a toujours souligné l'importance du témoin, que ce soit un thérapeute, un ami de confiance ou un groupe de soutien. Quelqu'un qui peut être présent pendant que vous traversez ce que vous devez traverser. Parce que l'ego contrôlant ne fait confiance à personne. Il croit qu'il est seul contre le monde. Et une partie de la guérison consiste à découvrir que ce n'est pas le cas. Qu'il y a des gens qui peuvent vous voir, vous accueillir, et ne pas vous abandonner simplement parce que vous êtes vulnérable. Et pendant que vous traversez ce processus, quelque chose de curieux commence à se produire. Votre système nerveux, qui a passé des années, voire des décennies, en état d'alerte, commence à se recalibrer, car le système nerveux de ceux qui ont grandi dans un environnement instable est resté bloqué en mode survie. Il interprète tout comme une menace. Le corps vit dans la tension, la respiration est superficielle, le sommeil est agité. Mais lorsque vous commencez à pratiquer le détachement conscient, lorsque vous choisissez à plusieurs reprises de ne pas réagir à la peur automatique, le système nerveux apprend qu'il peut se détendre, que le monde n'est pas en fait le champ de bataille qu'il imaginait. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un réentraînement progressif. Chaque fois que vous ressentez l'envie de contrôler et que vous choisissez d'observer plutôt que d'agir, vous envoyez un signal à votre corps. Tout va bien. Ce n'est pas une urgence. Et avec le temps, le corps y croit. La tension chronique commence à s'atténuer. La respiration s'approfondit. Le sommeil s'améliore. Et vous réalisez qu'il y a une énorme différence entre être vigilant et être tendu, entre être présent et être paniqué. Carl Jung disait que le soi possède une sagesse que l'ego n'a pas. Et une partie de cette sagesse consiste à savoir quand agir et quand ne pas agir. L'ego veut toujours agir. Il considère l'inaction comme une faiblesse. Mais le soi sait que parfois, l'action la plus puissante est l'inaction. C'est laisser les choses se dérouler. C'est faire confiance au timing naturel de la vie. Et lorsque vous commencez à accéder au soi, lorsque vous lâchez les rênes de l'ego contrôlant, vous découvrez qu'il existe une intelligence qui fonctionne et qui est beaucoup plus précise que n'importe quel plan que vous auriez pu formuler. Mais soyons clairs, ce processus comporte des reculs. Il y aura des jours où vous lâcherez prise et où vous vous sentirez libre. Et il y aura des jours où vous reprendrez le contrôle parce que quelque chose vous a effrayé ou parce que l'ancien schéma est plus fort que vous ne le pensiez. Et c'est normal. Jung dirait que la psyché évolue en spirale et non en ligne droite. Vous revisitez les mêmes thèmes, mais à des niveaux différents. Et chaque fois que vous les revisitez, vous avez la possibilité d'approfondir votre compréhension, de lâcher prise un peu plus. L'important est de ne pas considérer les reculs comme des échecs. L'ego contrôlant adore faire cela. Il dit « Tu vois, tu as essayé de lâcher prise et ça n'a pas marché. Tu ferais mieux de reprendre le contrôle. » Mais c'est un piège. Les reculs ne signifient pas que vous avez échoué. Ils signifient que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de désapprendre des décennies de conditionnement. Et cela prend du temps. Cela demande de la patience envers soi-même. Cela demande de la compassion pour l'enfant intérieur qui est encore en train d'apprendre que le monde n'est pas aussi dangereux qu'il le pensait. Et peut-être que la question la plus importante à ce stade est la suivante. Êtes-vous prêt à être patient avec ce processus ? Êtes-vous prêt à échouer, à reculer, à réessayer sans vous punir ? Car la véritable transformation ne se fait pas par l'autodiscipline. Elle se fait par une présence bienveillante, en observant sans juger ce qui se présente, et en choisissant, dans la mesure du possible, la réponse qui vient de la confiance et non de la peur, même si ce choix est difficile, même s'il est effrayant. Car chaque fois que vous choisissez de faire confiance, vous enseignez à votre système nerveux, à votre ego et à votre âme qu'il est possible de vivre autrement, et que cette autre façon de vivre n'est pas plus dangereuse. Elle est plus vivante. Et alors, lorsque vous lâchez enfin prise, non par abandon mais par choix conscient, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire, quelque chose que l'ego contrôlant n'aurait jamais cru possible. La vie ne s'effondre pas, au contraire, elle s'organise.
Pas de la manière que vous aviez prévue, pas en suivant le scénario que vous aviez tenté d'imposer, mais en suivant un ordre plus profond, plus intelligent, plus naturel. Et vous réalisez peut-être pour la première fois qu'il y a toujours eu une intelligence à l'œuvre. Vous ne lui avez simplement jamais laissé la place d'agir. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Non pas une coïncidence aléatoire, mais une connexion significative entre des événements internes et externes qui ne peuvent s'expliquer par une relation de cause à effet linéaire. Et il a observé que les synchronicités ont tendance à augmenter précisément lorsque nous cessons de forcer les choses, lorsque nous cessons d'essayer de contrôler chaque variable et que nous laissons la vie respirer. C'est comme si l'univers répondait à notre ouverture par sa propre forme de collaboration. Mais l'ego contrôlant ne le voit jamais, car il est trop occupé à essayer de tout gérer seul. Pensez à quelqu'un qui a passé des années à essayer de contrôler sa carrière, planifiant chaque étape, calculant chaque mouvement, essayant d'assurer son succès par la seule force de sa volonté. Et malgré tous ces efforts, il y a stagnation, il y a épuisement, il y a le sentiment de courir sans avancer. Mais alors, dans un moment d'épuisement total, cette personne lâche prise, non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle a finalement accepté qu'elle ne peut pas tout contrôler. Et dans ce lâcher-prise, quelque chose change. Une opportunité surgit là où elle s'y attendait le moins. Une connexion se crée naturellement. Une porte s'ouvre qu'elle n'essayait même pas de forcer. Et elle se rend compte, cela ne serait jamais arrivé si j'étais resté accroché au contrôle. Ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Lorsque vous êtes en mode contrôle, vous agissez à partir d'un lieu de contraction. Votre attention est fixée sur un seul résultat, sur une seule voie. Vous ne voyez pas les autres possibilités parce que vous n'êtes pas ouvert à elles. Mais lorsque vous lâchez prise, il y a expansion. Votre perception s'élargit. Vous commencez à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais que vous ne voyiez pas parce que vous étiez trop occupé à forcer une direction spécifique. Et dans cette perception élargie, vous pouvez répondre à la vie d'une manière qui n'était pas disponible auparavant. Carl Jung dirait que c'est le soi qui opère. Lorsque l'ego cesse d'étouffer tout avec son contrôle obsessionnel, le soi, le centre organisateur naturel de la psyché, a l'espace nécessaire pour guider. Et le soi n'opère pas selon la logique linéaire de l'ego. Il opère par l'intuition, par des schémas, par une sagesse qui voit des connexions que l'ego ne peut pas voir. C'est comme la différence entre essayer de résoudre un puzzle en forçant des pièces qui ne s'emboîtent pas et prendre du recul, observer l'ensemble et comprendre où chaque pièce trouve naturellement sa place. Mais cela ne se limite pas à la carrière, cela se produit dans tous les domaines de la vie. Cette mère qui a finalement lâché prise sur ses enfants adultes, elle découvre que lorsqu'elle a cessé d'essayer de contrôler, ses enfants ont commencé à se rapprocher d'elle volontairement. Non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'il y avait enfin de la place pour une connexion authentique. Et cette connexion est plus profonde, plus réelle, que toute proximité forcée par le contrôle. Parce que maintenant, ce n'est plus un devoir, c'est un choix. Et le choix a un poids émotionnel que l'obligation n'aura jamais. Ou cette relation où l'un des deux avait toujours besoin de tout gérer. Lorsque cette personne lâche enfin prise, cesse de vérifier, cesse de questionner, cesse d'interpréter chaque silence comme une menace, quelque chose se transforme. Le partenaire sent qu'il peut respirer. Et dans cette respiration, il y a de la place pour qu'il choisisse d'être présent. Pour qu'il se rapproche, non pas parce qu'on le lui demande, mais parce qu'il le veut. Et soudain, la relation qui était en train de mourir étouffée commence à revivre. Non pas parce qu'elle a été sauvée par le contrôle, mais parce qu'elle a été libérée par son absence. Et voici le paradoxe le plus profond que Jung nous invite à contempler. L'ordre que vous avez tant essayé d'imposer par le contrôle empêchait l'ordre naturel de se manifester. C'était comme essayer de retenir l'eau dans ses mains avec force. Plus vous serrez, plus elle s'écoule entre vos doigts. Mais lorsque vous relâchez vos mains et laissez l'eau reposer dans votre paume, elle reste. La vie fonctionne ainsi. Elle a sa propre intelligence, son propre rythme, sa propre façon de s'organiser. Et cette organisation est infiniment plus sophistiquée que n'importe quel plan que l'ego aurait pu formuler. Mais soyons honnêtes sur un point important. Cela ne signifie pas que tout se résout comme par magie. Cela ne signifie pas que vous lâchez prise et que tous vos problèmes disparaissent. Ce n'est pas ça. Ce qui change, c'est votre relation avec les problèmes. Lorsque vous êtes en mode contrôle, chaque problème est une catastrophe. Chaque imprévu est une menace existentielle. Vous êtes constamment en panique, essayant d'éviter la prochaine catastrophe. Mais lorsque vous lâchez prise,
vous découvrez que vous avez la capacité de réagir, que vous pouvez faire face à tout ce qui se présente au fur et à mesure. Et cette découverte change tout. Pensez à quelqu'un qui a toujours eu peur d'échouer, qui contrôlait de manière obsessionnelle chaque détail pour s'assurer que rien ne tourne mal. Et puis, inévitablement, quelque chose tourne mal, parce que la vie est ainsi faite. Et dans le passé, cette personne s'effondrait. Je le savais. Je savais que si je ne contrôlais pas tout, tout s'écroulerait. Mais maintenant, ayant appris à lâcher prise, elle réagit différemment. Elle ressent la douleur de l'échec, certes, mais elle ne l'interprète pas comme la fin du monde. Elle la considère comme une partie du processus, comme une information, comme une réorientation. Et ce changement de perspective n'est pas de l'optimisme forcé, c'est de la maturité psychologique. C'est la différence entre être contrôlé par la vie et danser avec elle. Carl Jung a observé que les personnes vraiment mûres ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais d'adversité. Ce sont celles qui ont développé une flexibilité interne pour s'adapter à tout ce qui peut arriver. Et cette flexibilité n'est possible que lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler. Parce que le contrôle crée de la rigidité, et la rigidité casse. Mais lorsque vous lâchez prise, vous devenez comme le bambou. Vous pliez avec le vent, mais vous ne cassez pas. Vous vous adaptez, vous réagissez, vous suivez le courant. Et dans cette flexibilité, il y a une forme de force que l'ego contrôlant n'a jamais connue. La force qui vient de la présence et non de la peur. Et le plus surprenant est peut-être ce qui se passe à l'intérieur. Car lorsque vous cessez de dépenser toute votre énergie à essayer de contrôler le monde extérieur, vous avez de l'énergie pour quelque chose qui a toujours été négligé, votre propre vie intérieure. Vous avez de l'espace pour ressentir, pour réfléchir, pour vous demander qui vous êtes vraiment au-delà des rôles, des fonctions, des personas que vous avez construits. Et dans cet espace intérieur, vous commencez à vous reconnecter avec quelque chose qui était perdu depuis longtemps, votre essence. Carl Jung disait que l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment, n'est possible que lorsque l'ego cesse de dominer. Parce que l'ego veut que vous soyez fonctionnel, acceptable, prévisible. Mais l'essence ne se soucie pas de l'acceptation, elle se soucie de la vérité. Et la vérité de votre essence peut ne pas correspondre au moule que vous avez passé toute votre vie à essayer de remplir. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous laissez le soi vous guider, vous découvrez que vivre de manière authentique n'est pas plus dangereux que de vivre de manière contrôlée. En fait, c'est infiniment plus vivant. Et voici quelque chose que vous devez comprendre. L'ordre naturel qui émerge lorsque vous lâchez prise n'est pas l'ordre que vous aviez imaginé. Ce n'est pas le conte de fées où tout est parfait. C'est quelque chose de différent, c'est l'ordre du réel. De la vie telle qu'elle est, pas telle que vous aimeriez qu'elle soit. Et cet ordre fait place à la douleur, à la perte, à l'impermanence. Mais il fait aussi place à la beauté, à la connexion, à des moments de grâce que vous n'auriez jamais vus si vous aviez été trop occupé à contrôler. Vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être gérée, elle a besoin d'être vécue. Et vivre, c'est être présent avec ce qui est, pas avec ce que vous pensez qu'il devrait être. C'est répondre au moment présent, et non essayer de prédire les 10 prochains. C'est avoir confiance que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour traverser ce qui viendra. Et cette confiance ne vient pas de l'arrogance, elle vient de l'expérience. D'avoir lâché prise 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et de réaliser que vous ne vous êtes pas effondré, que vous êtes là, que vous avez survécu, plus que cela, que vous avez enfin commencé à vivre. Et alors, la question qui se pose n'est plus « et si je lâche prise et que tout va de travers ?» La question devient « qu'est-ce que je perds en continuant à m'accrocher au contrôle ?» Parce que maintenant, vous savez qu'il existe une façon d'exister qui n'exige pas une vigilance perpétuelle, qui n'exige pas que vous portiez le poids du monde sur vos épaules, qui n'exige pas que vous soyez toujours fort, toujours prêt, toujours sur vos gardes. Vous savez que vous pouvez simplement être, et que dans cet être, il y a une force que l'ego contrôlant n'a jamais imaginée, la force de vivre sans être constamment en guerre, la force de faire confiance sans avoir besoin de garantie, la force d'aimer sans avoir besoin de posséder. Et cela, en fin de compte, est la seule liberté qui compte vraiment. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais pas à la fin du processus, car la véritable transformation ne s'achève jamais. C'est un mouvement continu, c'est un choix quotidien, c'est se rappeler, chaque fois que la peur surgit, que vous avez le choix, que vous n'avez pas besoin de retourner dans la prison du contrôle, simplement parce qu'elle vous est familière, qu'il existe une autre façon de vivre, et que cette façon est disponible maintenant,
à cet instant, si vous le choisissez. Carl Jung a passé toute sa vie à étudier ce qu'il appelait l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment. Et il s'est rendu compte que le plus grand obstacle à ce processus n'est pas les circonstances extérieures, c'est l'ego. C'est la partie de nous qui, par peur, construit des forteresses, érige des murs et passe toute sa vie à défendre des territoires qui n'avaient même pas besoin d'être défendus. Et l'ironie cruelle, c'est que ces forteresses qui ont été construites pour nous protéger deviennent des prisons, et vous restez prisonnier à l'intérieur, regardant le monde à travers les fissures, sans jamais vraiment l'habiter. Mais lorsque vous comprenez que le contrôle n'est pas une protection, qu'il s'agit simplement de l'ego paniqué qui tente de garantir ce qui ne peut jamais être garanti, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre dans la forteresse, ou vous pouvez ouvrir les portes et découvrir que le monde extérieur n'est pas le champ de bataille que vous imaginiez. Oui, il y a de la douleur. Oui, il y a de l'incertitude. Mais il y a aussi de la beauté, de la connexion, de la vitalité, tout ce que vous avez perdu pendant que vous étiez enfermé à surveiller. Et voici peut-être la compréhension la plus libératrice de toutes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans ce processus. Vous n'avez pas besoin de lâcher le contrôle une fois pour toutes et de ne plus jamais y revenir. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui change, c'est que vous reconnaissez désormais le schéma. Vous remarquez quand votre ego contrôlant prend le dessus. Et dans cette prise de conscience, vous avez le choix. Ah, voilà la peur. Voilà le besoin de contrôler. Mais je n'ai pas à obéir. Je peux observer et choisir de réagir différemment. Et chaque fois que vous choisissez différemment, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, pas au point de vous réveiller transformé le lendemain, mais il y a un déplacement subtil, une petite ouverture, un nouvel espace là où il n'y avait auparavant que contraction. Et avec le temps, ces espaces s'accumulent, et vous vous rendez compte que vous vivez différemment, que vos relations sont plus respirantes, que votre travail est plus créatif, que votre vie intérieure a plus de profondeur. Non pas parce que vous avez tout résolu, mais parce que vous avez cessé d'essayer de tout résoudre. Carl Jung disait que le but de la vie n'est pas d'éliminer la souffrance, c'est de lui trouver un sens. Et lorsque vous cessez de contrôler, lorsque vous laissez la vie être telle qu'elle est, vous découvrez qu'il y a un sens même dans les choses que vous redoutiez le plus. La perte vous enseigne l'impermanence, et curieusement, la gratitude pour ce qui est encore là. L'échec vous enseigne l'humilité, et la différence entre votre identité et vos résultats. La solitude vous enseigne qu'il existe une compagnie intérieure que vous n'avez jamais explorée, la compagnie de votre propre moi, qui attend patiemment que vous cessiez de fuir. Et voici quelque chose de crucial. Se libérer du contrôle ne signifie pas que vous devenez irresponsable. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier, de agir, de planifier. Cela signifie simplement que vous cessez d'agir par peur. Vous continuez à prendre soin des personnes que vous aimez, mais désormais vous le faites d'une manière qui les soutient au lieu de les étouffer. Vous continuez à travailler, à créer, à construire, mais désormais vous le faites à partir d'un état de présence et non de panique. Et cette différence change tout. Car l'énergie que vous mettez dans le monde, lorsque vous agissez à partir de la confiance, est complètement différente de l'énergie que vous mettez lorsque vous agissez à partir de la peur. Pensez à l'enfant que vous étiez. L'enfant qui a appris que le monde était dangereux, que l'affection était conditionnelle, que se détendre signifiait être vulnérable. Cet enfant a fait de son mieux. Il s'est construit une vigilance comme bouclier. Et ce bouclier a sauvé sa vie émotionnelle à ce moment-là. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes adulte. Vous disposez de ressources que l'enfant n'avait pas. Vous avez la conscience, le choix, la capacité de voir les schémas et de prendre des décisions différentes. Et il est peut-être temps de dire à l'enfant qui est en vous, « Merci de m'avoir protégé, mais maintenant, je prends soin de toi. Tu peux te reposer. Tu n'as plus besoin d'être sur tes gardes. » Et lorsque vous faites cela, lorsque vous assumez consciemment la responsabilité de votre propre vie émotionnelle, sans attendre que le monde s'adapte pour vous apporter la sécurité, quelque chose de profond se libère, car vous réalisez que la sécurité que vous avez toujours recherchée à l'extérieur était, depuis toujours, à l'intérieur de vous. Pas la sécurité que rien de mal ne va arriver, mais la sécurité de savoir que, quoi qu'il arrive, vous serez capable de traverser l'épreuve. Et c'est la seule sécurité réelle qui existe. Carl Jung croyait que le processus d'individuation est essentiellement un retour à soi-même. Vous passez toute votre vie à vous éloigner, à construire des personas, à obéir aux attentes,
à contrôler pour être accepté. Et puis, à un moment donné, vous réalisez que toute cette construction vous a éloigné de qui vous êtes vraiment. Et le chemin du retour ne passe pas par plus de contrôle. Il passe par le lâcher-prise. Il passe par le fait de laisser émerger la vérité de qui vous êtes, même si elle ne correspond pas au moule que vous avez passé des décennies à essayer de remplir. Et voici la beauté de tout cela. Lorsque vous vivez à partir de votre moi, à partir de votre essence authentique, vous n'avez plus besoin de contrôler, car vous n'essayez plus d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes simplement. Et dans cet être, il y a une liberté que l'ego contrôlant n'a jamais connue. La liberté de se tromper sans se détruire. La liberté d'aimer sans posséder. La liberté de vivre sans être constamment préparé à la prochaine catastrophe. Et dans cette liberté, vous découvrez que la vie que vous attendiez à l'extérieur vous attendait en fait depuis toujours à l'intérieur de vous. Alors peut-être que l'invitation finale n'est pas de faire quelque chose de grandiose. Elle est de vous permettre d'essayer quelque chose de très simple, mais radicalement difficile. Pendant une journée, une heure, voire un seul instant, permettez-vous d'exister sans contrôler. Ressentez la peur mais n'y obéissez pas. Observez l'envie de contrôler mais ne cédez pas. Et voyez ce qui se passe. Pas dans le monde extérieur, mais en vous. Car c'est là, dans cet espace intérieur qui s'ouvre, lorsque vous cessez de contrôler, que la véritable transformation se produit. Et c'est là que vous découvrez que vous avez toujours été plus fort, plus capable, plus entier que vous ne l'auriez jamais imaginé. La vie n'a pas besoin d'être une guerre. Elle n'a pas besoin d'être une vigilance constante. Elle n'a pas besoin d'être une tension perpétuelle. Elle peut être présence. Elle peut être réponse plutôt que réaction. Elle peut être danse plutôt que lutte. Et cela commence maintenant, avec un choix, avec un lâcher-prise, avec le courage de découvrir que le monde ne s'écroule pas lorsque vous faites confiance. Il a enfin l'espace nécessaire pour s'organiser. Et si ce parcours résonne en vous, si vous reconnaissez qu'il y a quelque chose à désapprendre, quelque chose à lâcher, quelque chose à guérir, partagez-le dans les commentaires. Qu'essayez-vous encore de contrôler par peur? Parce que reconnaître est la première étape. Et parfois le dire à voix haute est ce qui transforme la compréhension en action. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans ce voyage et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.